pourtant représente un poids assez considérable sur la masse des jeux vidéo qui sont publiés, puisque je ne pense pas que ce soit parce qu'un jeu est publié qu'il mérite sa notoriété ou qu'il mérite d'être analysé. Nous avons de nombreux noms comme Stéphane Navel qui a pourtant publié plus de 200 jeux à lui tout seul, ou Jason Rohrer, ou d'autres personnes comme ça qui ont pourtant des identités marquées, ou Anna Entropie, qui justement elle-même a publié un livre sur la question de créer un jeu vidéo, non pas pour le vendre, mais pour s'exprimer soi-même quand on rentre chez soi le soir, pour raconter son histoire, pour raconter quelque chose de très intime. Elle-même qui a créé un jeu vidéo très autobiographique, très intime, ce serait très étrange de dire que ce n'est pas qu'il n'y a pas une notion d'auteur dedans. On ne peut pas dire qu'elle est absente de ce qu'elle a créé. Voilà, sur cette question du faire de l'auteur et du terrain du jeu indépendant, expérimental, amateur, j'aimerais beaucoup vous entendre. Absolument. Tu parles de Anna Entropie, qui est un excellent exemple de ça. Il y a beaucoup de jeux queer aussi qui sont là armés d'un militantisme certain, ou même des jeux comme Revolution 60 de Brian Wu, qui a pris un parti pris de n'avoir que des protagonistes féminines, me semble-t-il, avec un chara design assez particulier et reconnaissable, je pense. Maintenant, est-ce que ce militantisme-là ne fait pas partie de cette stylistique évoquée ici, en fait? Et peut-être que le militantisme serait une sorte de sous-genre ou de genre de jeux vidéo auquel ces jeux très reconnaissables parce que très marqués un genre opportuniste, peut-être même. Excusez-moi d'être médisant. Non, mais je veux dire. Et pour répondre sur la question du style, effectivement, Jonathan Blow ou Tim Schafer, on en a dit du mal, enfin j'en ai dit du mal, mais Jonathan Blow, super game design, et Tim Schafer, on peut dire ce qu'on veut sur lui, c'est un véritable directeur artistique, il n'y en a pas beaucoup dans le jeu vidéo, malgré qu'il y en ait 500 par jour. Donc effectivement, il y a des la question tu es en train de jouer à un jeu et tu dis ça c'est un jeu fait par telle équipe, ça se fait, et à tel point que je reviens sur Ubisoft, parce que Ubisoft c'est des Français, c'est des gens qui donnent le ton dans le jeu vidéo, donc c'est pas rien, c'est les masses salariales immenses. Ubisoft sont devenus la caricature d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils font des jeux Ubisoft, à tel point qu'il y a eu un article parodique qui reviewait le Ubisoft Game, et c'était un article qui marchait pour tous les jeux Ubisoft. Donc il y a une démarche de style qui est imposée, d'ailleurs c'est intéressant, parce que qui est l'auteur chez Ubisoft? Qui est l'auteur? L'auteur c'est les financiers. Les financiers ils décident de qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire, et quand est-ce qu'on s'arrête de le faire. Et sinon pour le jeu indépendant, alors il faut vraiment, je suis hyper cynique et pragmatique, mais tout tourne autour de l'argent dans le jeu vidéo, parce que tout tourne autour de la notoriété. Vous pouvez faire le plus beau jeu vidéo du monde, si votre jeu n'est pas joué, il est inutile. Alors après, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, c'est une question intéressante, mais le plus beau poème du monde, si personne ne le connaît, est-ce qu'il existe vraiment, tu vois? Donc, votre jeu vidéo, il a besoin d'exister, il a besoin de faire de l'argent et de le faire tourner. Et le jeu indépendant, c'est énorme. Des jeux indépendants, moi je suis désolé, par exemple Paper Please, un excellent jeu indépendant avec un vrai fond, une vraie thématique, de l'intelligence, il marche à plein. Et il a tout gagné. Et je vais te dire autre chose, c'est que faire un jeu vidéo, c'est pas simplement avoir un concept, pondre 2-3 pixel art, faire des choses comme ça. Il faut aussi le distribuer, et ça c'est pas rien, c'est du travail très très difficile. Enfin, je ne suis pas mon premier jeu que je crée moi-même, mais on peut créer un jeu vidéo sans avoir l'intention de le vendre, que je me trompe. Oui, mais quelqu'un contredit, mais on peut créer un jeu vidéo avec aucun souci de le vendre, voire même avec l'intention d'être détesté dans ce qu'on crée. Excusez-moi, c'est un peu mais simplement pour le plaisir. Je suis désolé, c'est trop facile, c'est comme si tu disais, moi je veux faire un jeu vidéo qui n'aura pas de musique, pas de graphisme. Alors, c'est intéressant intellectuellement, mais c'est trop facile. À un moment, il faut que tu te confrontes au marché et que le marché il te reconnaisse. Mais non. Excusez-moi, mais là je crois que vous parlez de deux notions différentes entre le processus et l'œuvre finale. Et pour moi, c'est carrément pas la même chose du tout. Oui, le processus, ça peut être un processus sur soi-même, sur le développement, sur son développement intérieur, philosophique, je ne sais quoi. Hein. Chacun a sa manière de créer son jeu. Mais il y a aussi l'œuvre finale. L'œuvre finale, elle est fixe, quoi. Et l'auteur
il ne va pas évoluer vis-à-vis de son œuvre finale. Et donc l'œuvre finale n'est destinée qu'à être jouée par, bon, peut-être pas que par l'auteur, mais par tout le monde. Et là, on arrive au problème du rayonnement du jeu vidéo. Mais on nous parle, et excusez-moi, peut-être que je ne me trompe pas, est-ce qu'on ne parle que de jeux vidéo qui se vendent, ou est-ce qu'on parle de tous les jeux vidéo, dont certains qui n'ont pas l'intention d'être vendus? Non mais dans ta question que je comprends, et j'ai un problème. Non, en fait, c'est juste que c'est de l'envisager en tant que médium d'expression, et pas seulement un média de... Ok, j'ai bien compris, mais un jeu vidéo qui est créé sans vouloir être distribué ou sans vouloir être vendu, selon ma perception assez mesquine des choses, c'est un jeu vidéo amputé d'une de ses parties, parce que tu crois avoir un sentiment de liberté parce que tu n'es pas soumis par exemple au marché, mais tu joues pas les règles du jeu, tu vois. Et ce qui est très ennuyeux quand tu fais un jeu vidéo, c'est qu'à un moment il faut que tu le vendes, tu vois. Mais et non. Attendez, ne dites pas non. Laissez-moi terminer. C'est que si on n'était pas obligé de le vendre, les jeux vidéo seraient différents. Ça c'est sûr. La configuration de marché serait différente. Mais parce que vous êtes obligé de le vendre, vous êtes obligé de faire des concessions du début à la fin, de la première ligne, de la première idée à la fin, qui fait que vous avez un produit final qui se base sur le ring du marché avec le monde entier, et pas votre expérimentation. Mais l'expérimentation, c'est très bien, j'en ai fait pendant 10 ans. Mais à un moment, il faut être dans le jeu vidéo qui sera reconnu. Juste totalement le jeu vidéo de toute forme de création artistique. C'est-à-dire que le jeu vidéo ne peut pas être pour vous un objet d'expérimentation intellectuelle, c'est forcément un objet commercial. Je suis désolé, je vais être obligé d'abréger parce qu'on est un peu pris par le temps. On va passer donc à la deuxième partie. Quelle frustration. Et on pourra parler. Voilà, avant que tout le monde se tape dessus joyeusement. Je vais peut-être débloquer la situation en disant que tout le monde peut être écrivain, tout le monde peut être auteur, tout le monde peut être créateur de jeux vidéo. Après, ce qui fait que tu es vraiment un auteur reconnu, c'est la vision des autres. C'est ce qui fait que tu es reconnu mondialement. Donc effectivement, tout le monde en soi peut être auteur. Je peux m'auto-contredire en disant que Dwarf Fortress, qui est un jeu gratuit, est au moment. Mais c'est pas parce qu'il y en a un que c'est vrai. Dans l'art, il n'y a pas d'art. Enfin, la dernière des questions. Merci beaucoup. Non, juste rapidement, en fait, moi je viens de l'audiovisuel et je dois vous avouer que je trouve passionnant de voir tout ce débat sur la question d'auteur parce que clairement j'ai bossé sur des projets où savoir qui est l'auteur, on ne se pose pas la question alors que je sais que j'ai beaucoup plus bossé que certains de mes réalisateurs adorés. Et ce que je trouve génial aussi, c'est que j'ai l'impression que la notion d'auteur reprise par Godard plane complètement sur ce débat parce que pour un rappel rapide, un auteur en cinéma c'est un réalisateur, c'est un scénariste, c'est un dialoguiste, c'est celui qui adapte le roman ou d'une langue à l'autre ou celui qui fait la musique. Enfin ça c'était la première remarque, j'étais assez impressionné de voir que vous parlez d'un auteur mais on a l'impression de voir la figure de Godard qui est derrière. Et très rapidement et aussi pour la petite anecdote, en fait à la SACD qui est la SACEM des auteurs écrits, le théâtre vivant, le théâtre, tout simplement, a 5 fois plus d'auteurs que les scénaristes de jeux vidéo. Donc, alors que je pense que mais je suis scénariste de jeux vidéo et je ne suis pas du tout à la SACD ni à la GSA. C'est peut-être dommage, je ne sais pas, mais en tout cas de voir que les auteurs peut-être ne se battent pas plus. Et donc ma question, mais je ne sais pas si on va avoir le temps, en fait ma grande question c'était si justement tout ce qui était les producteurs et les financiers du jeu vidéo ne voulaient pas justement empêcher de voir dépasser certaines têtes créatives. Parce que Dieu sait que dans l'audiovisuel, des fois, c'est un peu des entrées de pêcheurs, vous tournez en rond. Oui. J'aimerais passer du coup aux joueurs comme auteurs. Donc Laura, si tu pouvais nous parler du let's play. Je parlais de pas mal de choses différentes en fait. Alors, je suis linguiste, donc je pars d'un présupposé, enfin de plusieurs présupposés dus à ma discipline. Comme le fait que, par exemple, quand on parle, la personne qui entend fait partie de l'énonciation, en fait. Et c'est avec cette idée en tête que j'ai travaillé sur la notion de l'autorat aussi, avec donc, les développeurs de jeux qui ne font pas partie du jeu, mais ça on en a un peu parlé, comme des auteurs livresques, comme des adaptations de films aussi, où finalement on crée un jeu à partir de quelque chose de différent, voire la création d'un jeu vidéo
Batman, mais avec Lego par exemple, avec donc une chose qui est complètement hors du jeu vidéo en soi. Je voudrais aussi peut-être repartir sur ce que disait Fibre Tigre concernant le jeu vidéo mercantile ou non, parce que enfin, donc là le fait de vendre ou pas, on peut vendre aussi de diverses manières, donc souvent quand on a des programmeurs Java qui passent des entretiens d'embauche, on leur demande, me semble-t-il, d'écrire de petits programmes, par exemple des morpions, des choses comme ça, et ça arrive, enfin j'ai déjà connu, des gens qui mettaient en ligne, après avoir été embauchés ou non d'ailleurs, leurs morpions pour que tout le monde puisse en profiter aussi. Donc là il y a une vraie visée derrière, qui n'est pas une visée commerciale et qui est quand même une visée de création d'une chose, une espèce d'entité comme ça qui est à la fois du jeu vidéo mais peut-être pas dans des visions de but mercantiles et identiques, quoique. De la même façon, sur cette question de création de jeux ou d'écriture de jeux aux jeux vidéo, quid de l'auteur du jeu de Sudoku qui a écrit un jeu de Sudoku, enfin qui a eu l'idée, et puis finalement la chose est vendue et clonée et reclonée sur l'Apple Store, des différentes choses comme ça. La notion d'auteur aussi me semble plus grande que le jeu même, et donc finalement, quelle que soit la base sur laquelle on part, on a aussi des espèces d'anonymes, des anonymes plutôt, qui se lancent dans la complétion ou dans la complémentation de ce qui existe déjà avec les auteurs de mods, qui changent quand même complètement, me semble-t-il, l'expérience de jeu. D'autant plus que là, alors j'ai un peu suivi, mais là je parle sous contrôle de l'audience aimable, les mods étaient payants et en fait non, il me semble. Non, donc il y a eu une sorte de reproche de la part des joueurs qui ont du coup créé des mods absolument abscons pour décrier la mercantilisation des mods. En fait, c'est comme une fanfiction sur un livre. C'est-à-dire qu'on reprend un livre qui est vendu dans le commerce, on écrit une suite ou une modification du truc qui est totalement gratuite et qui est disponible à tout le monde. Normalement. Il faut avoir le jeu de base qui, lui, est vendu ou pas à la base. Bien sûr, mais là, il n'y a pas eu un problème avec... C'était Skyrim, non? Alors en fait, sur Steam, depuis 2-3 jours, les mods sont vendables pour Skyrim et bientôt pour d'autres jeux. Certains éditeurs ont refusé complètement de voir certains mods devenir vendus, mais au niveau de la communauté, ça a été très très mal reçu. Parce que les mods, historiquement, un mod c'est gratuit. C'est parce qu'on a payé pour le jeu, on veut une expérience de jeu différente, on va aller installer un mode, on va modifier notre jeu. Voilà. Là, ce que Valve et donc Steam est en train de faire, c'est récupérer de l'argent là où jusqu'à présent il n'y avait rien. Et c'est ça qui au final prend à la gorge tous les modeurs. Donc ça fait un gros bordel. On n'a pas encore le fin mot de l'histoire, mais c'est mal parti. Mais d'où l'écrasement aussi de vrais mods payants par des mods abscons comme celui qui permet d'avoir un poulet avec une tête avec le casque de Skyrim, là, enfin, des trucs complètement dingue quoi. Il y a aussi dans cette création de jeux cette complétion de jeux par des anonymes, tout ce qui est logiciel comme Twine ou Scratch, où finalement, qui va être l'auteur du jeu? Est-ce que ça va être la plateforme sur laquelle on peut jouer? Est-ce que ça va être les gens qui vont du coup développer des petits logiciels utilisables là-dessus? Puisque finalement, si on passe par Twine ou Scratch pour créer un jeu, on part du présupposé d'expertise dont je vous avais déjà parlé et on rentre aussi là dans la communauté en tant que force créatrice, ce qui est important aussi pour les mods gratuits, me semble-t-il, là-dessus. Si on doit parler de commercialisation, il y a peut-être aussi le problème du mécénat participatif qui là, introduit de nouvelles règles et de nouvelles choses pour l'autorat. Il me semble que de plus en plus de jeux vendus ou financés grâce à Kickstarter ont des nouvelles à côté ou des espèces d'éléments un peu satellites comme ça
qui complètent l'expérience de jeu et qui permettent d'avoir une sorte de contrepartie qui ne sera jamais financière. Hein. Il me semble que on n'a jamais de retour sur investissement quand on donne même 100 $ ou 500 $. Si. Oui, on a le jeu, mais on n'a pas de retour sur investissement. Si, il y a des chauffeurs qui t'invitent au bowling. Ouais, voilà. Je deviens peut-être le dieu d'un monde qui sera peut-être créé un jour, mais en fait, on ne sait pas. On va pas toucher de droit d'auteur sur l'argent qu'on a donné sur... Non, c'est la folie. On est passé d'une entreprise capitalistique américaine à une sorte de charité communiste. Voilà. J'ai des avis très nazis sur le crowdfunding et les mods, on en parlera un jour. Je vais juste dire un truc sur la position du joueur dans le jeu vidéo, qui est joueur comme auteur. Alors les mods c'est bien, tout ça. Pour moi, alors, je fais comme dans les keynotes, pour moi c'est le futur. Et il y a un mec que j'envie, c'est un mec qui vit à Sochaux. Il est tout seul, dans sa banlieue, il a une vie pourrie. Et une fois par an, il achète Football Manager et avec l'équipe de Sochaux, il gagne la Coupe de la Ligue. Et le mec, toute l'année, il vit des choses incroyables avec son équipe, et il achète des joueurs, il gagne des buts, il perd des matchs, il pense qu'à ça. Et alors qu'il n'y a aucune histoire dans Football Manager, lui, il va se créer son histoire, il va vivre quelque chose d'extraordinaire, plus palpitant que n'importe quel scénario qu'on aurait pu créer, et que notamment on crée et qu'on force les joueurs à avaler dans des jeux linéaires, au AAA ou compagnie. Et effectivement, cette capacité à s'écrire soi-même des histoires qu'on avait dans les Sims, mais il suffit simplement de mettre en place les bons leviers pour ça. Ça va être certainement, en tout cas, ce qui va dominer dans le marché en termes de réussite. C'est un peu Minecraft aussi. Voilà. Donc c'est un bon copain, je me permets de rajouter qu'il n'a pas une vie pourrie. Hein. Non mais... Et puis ce jeu c'est très bien. Hein. Non mais bon, c'est pour dire que voilà, c'est des jeux, nous-mêmes on ne pourra pas vivre ces émotions-là avec des jeux. Enfin, tu peux vivre des émotions différentes aussi. Quand même, tout ce qui est règle 34, je pense que non, je ne sais pas si tout le monde est. C'est-à-dire les variantes pornographiques sur les jeux vidéo, où là il y a un nouvel autorat aussi qui se greffe en fait. Et où normalement, a priori, hein, certains jeux où il y a des variétés pornographiques ou des variations alors, je vais rebondir un petit peu à moyennement là-dessus. Parlons des mods, parce que alors les mods je trouve ça nul, ok. Alors je sais que vous avez adoré tout ça, donc vous allez me détester encore plus, tant mieux. Les mods je trouve ça nul et je vais m'expliquer. Déjà, première chose, dès qu'il y a une capacité à faire des mods qui arrivent, genre Skyrim, la première chose pour moi c'est des nanas à poil. Donc c'est pour vous dire le niveau. Et tout le monde, jusqu'à présent, le fait que les mods soient payants, c'est la meilleure chose qui soit arrivée aux jeux vidéo. Pourquoi? Parce que tout le monde va détester enfin les créateurs de mods, alors que tout le monde les adorait avant. Parce qu'en fait, avant tout le monde disait « Ah, tu joues à Skyrim ou Morrowind Vanilla ?» Non, il faut jouer à la version avec les 64 mods qui changent tout. Non les mecs, on s'est fait chier à faire un jeu. On s'est fait chier à faire un jeu qui soit le mieux possible. On n'a pas mis certaines choses exprès parce qu'on les a testées, on a eu des bêta-testeurs, tout ça, etc. En fait, vos mods si vous voulez, mais je pense que la meilleure façon de jouer à un jeu vidéo, c'est surtout de la jouer comme l'auteur a voulu qu'elle soit, et surtout pas patcher ou tout ça. Et les mods, c'est vraiment un truc commercial à tel point que quand on veut créer une capacité de modding, c'est vraiment pour vendre plus, et pas parce qu'on veut agrandir la communauté, vendre plus, mais pas pour autre chose. Et j'y vais aller encore plus loin dans mon raisonnement pour dire à quel point je suis un nazi. C'est que je souhaiterais déjà qu'on joue à tous les jeux sur les machines originales, pas d'émulation, vraiment à titre documentaire, pour vraiment vivre les choses. Et pour aller vraiment au-delà du nazi, je voudrais qu'on joue au jeu à leur époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça a du sens de jouer à un jeu qui vient de sortir, et ça fait du sens de jouer à un jeu de 85 en 1985. Et si vous dites, ah moi, GTA 5, j'attends dans 4 ans, il coûtera 20 €, vous serez passé à côté de la plaque. Parce que s'il y a un contexte politique, un contexte historique, un contexte même technologique qui fait que vous appréciez parfaitement le jeu. On va brûler Shakespeare. C'était juste pour rebondir sur les modes. Donc pour vous par exemple Counter-Strike, Une fois de plus, c'est comme dans Warcraft 13, c'est pas parce qu'il y a un exemple fondamental qui font que... Non, parce que les mods on parle pas de, pour ceux qui ne connaissent pas, on parle pas de un mod. Les mods, c'est des centaines de milliers de logiciels. Et il y a effectivement, on peut en citer facilement 50 qui sont excellents. Mais 50 survivants d'un hôpital qui accepte 100 000 patients, c'est très mauvais. Oui, bah, la question, c'est pas de savoir si c'est bon ou mauvais, c'est de savoir si ça écrit si c'est des auteurs ou pas. Je pense qu'on peser. Dans Skyrim, par exemple, le jeu a été pensé pour créer des modes.
Donc, voilà, je vois pas quel est le problème. C'est ma vision en tout cas. Sur le joueur, sur l'interprétation du joueur, C'est sur ses limitations. J'ai pas grand chose à dire. Non, enfin, en tout cas pas sur les modes et sur les joueurs j'ai beaucoup de choses à dire, on peut en parler très longtemps mais ça ne concerne pas encore une fois, étant donné ma description de l'auteur qui est comme je vous l'ai dit, le fait que c'est imposé par une instance extérieure, pour moi un joueur ne peut pas être, n'est pas auteur, enfin, sauf si effectivement il fait des modes, il produit quelque chose effectivement et qu'il est reconnu par une instance extérieure comme, mais je veux dire, produire en jouant, c'est jamais reconnu comme étant véritablement une position d'auteur. T'as quand même la création nouvelle d'un nouveau genre de vidéo sur YouTube avec les reviewers qui se filment en train de jouer, donc t'as quand même leur expérience qui est filmée et PewDiePie, il me semble, est extrêmement riche maintenant grâce à ces vidéos. Médium, du coup, il produit quelque chose, mais c'est pas du C'est un truc satellite. Non mais ça c'est effectivement un truc important, c'est-à-dire que mais ça c'est quelque chose qu'on montre plus généralement quand on étudie la réception des objets culturels, c'est-à-dire je veux dire c'est la littérature populaire c'est la même chose, il y a les fanfictions, etc. C'est que jouer à des jeux vidéo ça fait produire des trucs aussi, comme regarder des séries, comme lire des livres, ça fait produire des trucs, ça donne envie et ça donne aussi des outils, ça donne des ressources, etc. Les joueurs produisent énormément de contenu, ça c'est bien. Oui, je voulais juste... Juste parce qu'on parlait de Skyrim qui a été conçu comme un jeu pour être modé, est-ce que dans un certain sens c'est pas un petit peu facile de la part de ceux qui produisent le jeu de se dire bon ben il va de toute manière, on part du principe qu'il va être modé, donc on peut éviter de mettre certaines choses, de toute manière les joueurs vont s'en charger. Donc, ma position complètement arbitraire en tant que développeur de jeu qui parle à d'autres développeurs de jeu, c'est que, comme je l'ai dit, et je pense que je ne pourrais pas en dire plus, c'est que la capacité à modifier le jeu, c'est un argument commercial. Point final. C'est-à-dire, les mecs disent on va faire ça, c'est 3 mois de développement en plus et on va en vendre 20% en plus, donc on fait comme ça. Voilà. C'est encore là, désolé. J'ai vu un doigt se lever aussi. Oui, la question. La question suivante. Ce que je voulais rajouter aussi sur le joueur en tant qu'auteur, c'est parce que ça peut être intéressant aussi de rebondir sur les joueurs qui jouent avec des règles auto-imposées. Du genre comme dans Skyrim, les gens qui jouent de façon non violente, même si Skyrim Vanilla, les joueurs de Pokémon qui libèrent tous les Pokémon qui meurent en combat, qui s'imposent des règles supplémentaires ou des comportements qui sont émergents en fait par rapport à qui. Oui, c'est exactement ça. C'est comme le mec de Sochaux, il fait son truc quoi. Je suis un pacifiste et très fort. Mais est-ce que c'est vraiment juste faire son trip? Parce que dans les jeux, dans les gros jeux par exemple, on a un design qui est très complexe, un design qui peut pas être parfait dans beaucoup de jeux. Par exemple, on peut penser à Baldur's Gate, qui est pourtant fondé sur le système Donjons et Dragons, donc qui est pensé en amont. Il y a beaucoup d'éléments, de mécanismes dont on ne se sert pas beaucoup. On peut voir des problèmes de difficulté, etc. Donc c'est là que, par exemple, pour Pokémon, le joueur va faire ça dans un sens narratif, c'est-à-dire que le monde de Pokémon, par exemple, il va le trouver trop infantile, du coup il se dit, bon, bah, mon Pokémon meurt, il est mort, mais aussi, de façon plus pragmatique, au niveau des mécaniques du jeu, le joueur peut détecter des déséquilibres et les corriger. Et les modes, c'est aussi une façon de corriger un jeu, de le transformer pour qu'il soit plus conforme à ce que le joueur attend, pas en termes de fin de service, de nana à poil, mais vraiment en termes d'équilibrage et de difficulté et de flow finalement. J'ai peut-être un truc sur peut-être pour rebondir là-dessus, sur la perversion de certains joueurs qui savent extrêmement bien et qui savent se servir du système de jeu, avec tout ce qui est speedrun aussi. Donc je sais pas, il y a des sauts spéciaux. J'ai vu un speedrun de Skyrim avec un type qui utilisait le fait de pouvoir avoir des objets à la main et des objets plutôt ronds pour pouvoir passer à travers des murs et travailler justement les problèmes de collision entre divers objets pour pouvoir finir le jeu en moins d'1 heure ou un truc comme ça. Donc là, il y a une l'exploitation de glitch qui est utilisée notamment dans Journey. Ouais, j'ai une question. Depuis tout à l'heure, ça me trempe dans la tête parce que vous ne faites pas de différence entre quelqu'un qui va faire un mode esthétique et quelqu'un qui va modifier, amplifier le gameplay pour créer un autre jeu à partir de, par exemple, Half-Life et Counter-Strike, c'est tout à fait ça.
Et dans la première partie du débat, on n'a pas fait la différence entre ceux qui sont dans la soupe primitive, dans le développement du jeu, dans la production du jeu, c'est-à-dire par exemple 6 copains qui se sont retrouvés, qui se sont dit on va faire ce jeu-là, ils vont se mettre autour d'une table, choisir comment le jeu va être, et entre les personnes qui vont mettre leur petite touche dans la production du jeu, qui peuvent être 900 personnes autour de ces 6 personnes-là, et je pense qu'il faut faire des différences, parce que sinon on mélange tout le monde, et effectivement, celui qui a fait les serrures dans Assassin's Creed, ça va être l'auteur d'Assassin's Creed, et il pourra dire c'est moi qui ai fait Assassin's Creed. Donc pour moi, personnellement, les auteurs, c'est les 6 premiers qui étaient là, autour d'une table, et qui se sont dit on va faire ce jeu-là, quels que soient les moyens qui sont autour. Mais quelle est la crédibilité du concepteur de serrures, de son affirmation? Non mais évidemment, il peut se dire qu'il va créer des serrures, mais qui va lui dire qu'il les a fait? Donc, je veux dire, ça n'a pas de sens de se dire... Ça rejoint ce que disait la personne au fond. J'ai pas relevé, mais il a dit les codeurs juste codent. C'est des codeurs, ils ne doivent pas être très contents parce que coder, c'est un véritable art. Mais dans les 6 personnes, il peut y avoir des codeurs. Mais je pense vraiment que des morceaux de la Joconde, c'est pas une œuvre d'art. L'œuvre d'art, elle arrive à partir du moment où le jeu est dans la boîte prêt à être vendu. Et voilà. Et, non mais après je pousse, j'exagère un peu parce que comme ça. Je voudrais juste aussi revenir quand même quelque chose sur le crowdfunding. Alors les gens qui me connaissent, ils savent à quel point je déteste le crowdfunding. Et c'est très grave dans la question de l'auteur parce que le crowdfunding, donc vous dites j'ai envie de faire un jeu. Je vais faire un platformer, donnez-moi de l'argent. Et il y a des gens qui vous donnent de l'argent et ils influent un petit peu sur la création, c'est ce que tu es en train de dire. Et donc je voudrais qu'il y ait des zombies, je voudrais qu'il y ait des pirates, je voudrais qu'il y ait des ninjas. Et du coup, putain mais à quoi ça sert? Enfin, c'est nul. Du coup, même vous en tant que joueur, vous voulez votre jeu avec des zombies. Et moi je vous dis non. Je veux dire, vous voulez pas ça en fait, vous voulez un jeu qui va vous surprendre complètement. Et c'est pour ça qu'il faut absolument pas encourager la pratique du crowdfunding ou encore pire, le crowdsourcing, c'est-à-dire le fait de solliciter l'audience pour qu'il vous aide à créer un jeu. L'audience a besoin de votre originalité et de votre indépendance intellectuelle. Tu penses à Players of Eternity? Pardon? Notamment des personnages supplémentaires qui étaient faits par des backers dans Players of Eternity. Non, mais tous les... un peu décriés pour leur... Ça, c'est une chose, mais tous les produits là-dedans, dans ce débat, il y a quand même une question, c'est-à-dire qu'on parle de l'audience et du joueur créateur, mais quelle audience et quel joueur? Je veux dire, quand tu crowdsources, c'est pas tous les joueurs qui vont participer à la fondation d'un jeu, c'est une dizaine de personnes, maximum une centaine de personnes qui ont un certain nombre de capacités techniques, etc. Les modeurs, il faut arrêter, il y a beaucoup de modes, il y a beaucoup de modeurs, c'est une communauté importante, parce qu'il y a beaucoup de joueurs de jeux vidéo, mais les 99% des gens ne vont jamais faire un mode, ne vont jamais avoir cette idée, et une bonne partie vont même jamais en télécharger, en installer, etc., etc. Donc il faut bien voir aussi que, dans ce débat-là, autour de du joueur comme auteur, que c'est pas n'importe quel joueur qui pourrait prétendre à ce genre d'auteur. Pas pour le crowdfunding. Si, parce que même le crowdfunding, ça concerne quand même pas. Enfin, je veux dire, il faut en entendre parler, il faut avoir suffisamment confiance dans la personne ou dans le concept ou dans le machin pour que ça fonctionne. Mais pour ça, il faut quand même qu'elle soit assez connue et que nous-mêmes, c'est-à-dire, il y a des designers qui sont très connus, mais c'est pas une raison pour que tout le monde leur donne de l'argent, donc c'est quand même limité, etc. Il faut arrêter. C'est des milliers de personnes, c'est des dizaines de milliers de personnes, ok, mais des dizaines de milliers de personnes sur des millions de joueurs rien qu'en France, c'est pas grand-chose. Et je ne parle pas du marché mondial. Et après, c'est peut-être aussi les créateurs qui vont proposer leur projet sur Kickstarter, qui n'ont pas une vision assez mature de leur jeu pour du coup accepter les autres visions qui viennent des autres gens. Mais s'ils étaient sûrs de leur vision, ils n'accepteraient pas que n'importe qui puisse venir et leur proposer des choses. Claude Imperium, c'est ça? Ils ont levé 70 millions d'euros pour faire leur Star Citizen là. Ils reçoivent des lettres de mecs qui vont se suicider parce que le module va pas sortir à temps. Ils en peuvent plus. Je veux dire, vous pouvez pas vous rendre compte de ce qui se passe dans le crowdfunding. Je veux dire, c'est pas. Imaginons que ce soit juste une personne qui a le cas, une seule, tu vois.
À partir du moment où tu as une seule personne qui altère le raisonnement intellectuel de l'auteur pour créer son jeu, c'est fini, on est niqué, on n'a plus la truc du jeu. Par exemple, un producteur. Quoi? Par exemple, un producteur qui dit à son designer. Alors, oui, mais attends, dans le crowdfunding, c'est le joueur. C'est pas le producteur, c'est pas quelqu'un qui va mettre de l'argent sur la table qui est aussi compétent parce que tu n'acceptes pas de faire produire par n'importe qui. Et voilà. Mais on sait que le processus créatif est issu d'une série d'expériences d'années précédentes, de remarques, d'influences de toutes les personnes que tu as rencontrées, même au cours du processus créatif. En fait, ce que tu ne connais pas, c'est